À la page 11 du chapitre 7 de mes notes de cours, on va débuter la section 3 qui porte sur les trois lois de Newton. Faites une petite interruption pour lire le paragraphe qui est ici. Et une image pour illustrer les trois lois de Newton. Donc, au centre, j'ai mis Newton et chacun des grands cercles représente une loi Newton, qui évidemment, tout ça se recoupe. Je vais commencer par la loi la plus générale, je dirais. La deuxième loi de Newton. Qui s'applique dans le cas des mouvements uniformément accélérés ou des mouvements, entre guillemets, rectilignes uniformément accélérés. Donc, ceux qui ont une accélération constante, qu'on a une valeur d'accélération, puis que cette valeur-là est constante dans le temps. La deuxième loi de Newton nous dit que si on veut expliquer d'où provient cette accélération-là, c'est la force qui va être en cause. Et la loi, de façon générale, s'écrit « somme des forces est égale à la masse de l'objet fois son accélération. » Et c'est vraiment la somme des forces. Évidemment, si j'ai une seule force, faire la somme d'un seul terme. Au secondaire, souvent, ceux qui ont fait des cours de physique avant les cours de physique collégiale, on disait F est égal à MA. Ça serait vrai si on dit F résultant est égal à MA, parce que pour expliquer l'accélération d'un objet, on doit tenir compte de toutes les forces qui agissent dessus. Ou on remplace toutes ces forces-là par une seule force, puis on appelle ça F résultant est égal à MA, ou j'écris de façon plus générale la somme des forces est égale à MA. La première loi de Newton, c'est un cas particulier de celle-ci. En termes mathématiques, c'est très facile à comprendre, c'est l'accélération est égale à 0. Donc, dans cette équation-là, si l'objet n'a pas d'accélération, et j'ai bien dit pas d'accélération, ça ne veut pas dire pas de vitesse, ça veut dire pas d'accélération. Si un objet est à vitesse constante, l'accélération va valoir 0. Puis si un objet est à vitesse constante, la première loi de Newton s'applique. C'est donc dire que la somme des forces est égale à m fois 0. La somme des forces est égale à 0. Donc, un objet qui est au repos, donc vitesse est égale à 0, ou qui est en MU ou MRU, mouvement entre guillemets rectiligne uniforme, un mouvement à vitesse constante, la somme des forces est égale à 0. La vraie loi de Newton, lui, ce qu'il a écrit, c'est qu'il y avait une correspondance entre, ou en tout cas une relation cause à effet entre lorsque l'accélération est égale à 0, c'est parce que la somme des forces est égale à 0. Moi, j'ai tendance plus à la résumer par la partie somme des forces est égale à 0, là, la première loi de Newton. La troisième loi, c'est celle qui donne parfois le plus de difficultés aux étudiants, mais qui peut être bien pratique quand on essaie, entre autres, d'identifier toutes les forces impliquées dans un système. Cette troisième loi de Newton-là est aussi basée, avant que je la précise, sur le fait qu'une force, ça n'existe pas en soi tout seul. Une force, c'est toujours exercée par un objet sur un autre objet. Rappelez-vous, quand on a fait une introduction aux forces, on a parlé à un moment donné des forces à distance entre deux objets, des forces de contact entre deux objets. Ça implique toujours deux objets, une force. Puis la troisième loi de Newton, il faut commencer par préciser quels sont ces deux objets-là. Exemple, on va écrire que la somme, pas la somme, mais la force, quand on l'écrit avec ces indices-là, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que la force exercée par l'objet A sur l'objet B. Donc, je suis en train de mesurer là, une force qui existe sur l'objet B, mais qui est créée par l'objet A. La troisième loi de Newton, on a réussi à démontrer, lui il l'a exprimé, puis après ça, on a fait des expériences, puis on n'a jamais pu la contredire. Il existe toujours une force réciproque, une force entre guillemets opposée, une action-réaction. Si ça, c'est l'action, il y a toujours une réaction. C'est le principe aussi, des fois, qu'on appelle d'action-réaction, ou principe de réciprocité, dans le sens où quand il existe une force, il existe toujours sa réciproque. Et sa réciproque, ça va être une force exercée par l'objet B sur l'objet A. Donc, à toutes les fois qu'il existe une force sur un objet, il existe une réciproque sur l'autre objet qui a créé la force initialement. Et là, j'aime pas la façon que c'est écrit ici, on va apporter des corrections. La première correction qu'on apporte, c'est d'ajouter le petit signe de vecteur en haut, parce que c'est vrai, cette loi-là, quand on parle du vecteur A sur B, il existe toujours un vecteur B sur A de signe opposé. Ça veut dire que si j'ai un vecteur comme ça, puis que ça serait le vecteur FA sur B, il existe toujours un vecteur opposé. Ça, c'est le vecteur opposé, il a complètement changé. Puis ça serait le vecteur B sur A. Donc, j'ai un vecteur et j'ai l'autre.
Évidemment, pour montrer qu'ils sont opposés complètement, c'est le signe moins qui apparaît entre les deux. Deuxième correction qu'on va faire, c'est d'écrire la deuxième ligne que je viens de mettre pour dire que le module sont égales. Donc, ces deux vecteurs-là sont complètement opposés, ces deux vecteurs séparés, mais ils ont la même longueur. La longueur de ce vecteur, la longueur de ce vecteur-là, c'est la même que la longueur de ce vecteur-là. Donc, son module est égal au module de l'autre. Donc, ils sont inverses en termes vectoriels, mais en termes de module, ils ont la même longueur. On s'apercevrait aussi, mais je ne vais pas embarquer immédiatement là-dedans, que si on les étudierait selon l'axe des X, selon l'axe des Y, les composantes, là, le signe moins réapparaîtrait. Ils ont des composantes, évidemment. Si lui pointe vers l'arrière de l'axe des X, lui pointe vers l'avant, puis vice-versa. Lui pointait vers le haut de l'axe des Y, mais lui pointe vers le bas de l'axe des Y. Donc, en termes de composantes, ils ont des signes opposés. Donc, en termes vectoriels, il y a le signe moins pour dire qu'ils sont opposés, mais en termes de modules, ils ont la même longueur.